Bien, bonjour, je remercie donc Madame Vinaver de me permettre de continuer ces cours magistraux destinés aux étudiants de troisième année qui se déroulent désormais à la Bibliothèque centrale de l'université, à l'Institut, au centre de la francophone de réussite universitaire. Et j'aimerais aujourd'hui vous présenter une de ces autres grandes figures, un de ces phares de la littérature du XVIIe siècle, Jean Racine. Jean Racine appartient à cette seconde génération du grand siècle, du siècle de Louis XIV, puisqu'il naît en 1639, alors que la plupart des auteurs dont nous avons parlé, dont nous avons traité, étaient de la génération de 1620. Donc c'est la génération suivante, 1639, et la vie de Racine s'achève pratiquement avec le siècle, puisqu'il meurt en 1699. Alors, Racine, après, au fond, une ode écrite pour célébrer le mariage de Louis XIV, voit ce poème, ce premier poème, distingué par Chapelain. Et Chapelain relève que cette ode, sous le titre « La nymphe de la Seine », c'est un jeune poète qui se distingue, bien sûr, par un type de poésie, qui relève de la littérature encomiastique, célébrant les événements importants du pays. Et ce jeune poète démontre, outre son talent, une ambition évidente. Et très peu de temps après, il est présenté à la cour et se trouve inscrit dès 1664, c'est-à-dire au fond à 25 ans, sur la liste des gratifications royales. Alors très rapidement, il élargit le cercle de ses relations, rencontre un autre écrivain qui aura son importance et qui deviendra l'un de ses amis. Donc il rencontre Boileau, mais plus encore au regard de sa carrière d'auteur dramatique, il est amené à rencontrer Molière, dont la troupe va jouer sa première pièce, La Thébaïde. Cette première pièce, œuvre théâtrale, ne connaît pas un grand succès. Et elle est suivie en 1665 par une tragédie, Alexandre, qui, contrairement à la première de ces pièces, est une réussite. Mais c'est en même temps l'occasion d'une brouille avec ses maîtres de Port-Royal, car Racine avait été élevé en raison de la perte dans son jeune âge de ses parents. Donc il avait été élevé à Port-Royal dans l'entourage, dans le sillage de sa grand-mère et de sa tante qui s'y étaient retirés. Et Port-Royal, les maîtres de Port-Royal, les solitaires, étaient des jansénistes, bien sûr adeptes d'un christianisme très rigoureux. Et l'un des aspects de cette rigueur, c'était l'hostilité au théâtre, considérée comme, au fond, une façon de perdre l'âme des chrétiens. À cette rupture avec les jansénistes de Port-Royal va suivre la rupture avec Molière. Pourquoi ? Racine est à la fois ambitieux, je le dis, et peut-être n'a pas toujours les scrupules, que l'on pourrait souhaiter, et il retire sa pièce à Molière pour la confier au théâtre rival, l'Hôtel de Bourgogne, dont les acteurs sont considérés à l'époque comme de meilleurs tragédiens que la troupe de Molière. Et à partir de ce moment-là, pendant une dizaine d'années, on peut dire que la vie de l'homme va se confondre avec sa carrière prestigieuse, très fructueuse, d'auteur dramatique, qui va connaître le succès permanent.
chaque pièce est un succès qui suit ensuite un autre. Alors, la première de ces grandes tragédies, c'est Andromaque. Andromaque apporte une gloire fracassante au poète à partir de 1667. Et il y a une sorte d'intervalle en 1668 pour compenser un peu tous les déboires d'ordre juridique que Racine connaissait. Eh bien, il va au fond, défouler, si l'on peut dire, en faisant une comédie, sa seule comédie, se centrant bien sûr sur la satire du monde juridique. Et donc, cette comédie, sous le titre Les Plaideurs, est aussi un succès. Suite une autre grande tragédie, une tragédie qui est en concurrence avec son vieux rival, qu'est Corneille, et c'est Britannicus. Et avec Britannicus s'affirme cette sorte de primauté de Racine sur le théâtre tragique, dans le domaine de la tragédie, au détriment bien sûr de Corneille. En 1670, la très belle tragédie, très sensible, Bérénice, fait à la fois émeut Versailles et fait pleurer Paris, comme on le dit. Et vient ensuite donc une tragédie beaucoup plus inspirée par le monde de l'Orient, Bajazet. C'est l'univers ottoman qui est introduit en 1672, et encore une pièce d'inspiration orientale avec Mithridate, même si ça nous reporte dans un temps plus reculé. C'est une sorte d'ailleurs orientalisant qui inspire à ce moment-là donc Racine. 1674, une tragédie d'inspiration purement grecque, Iphigénie. Iphigénie est un véritable triomphe. Et c'est à ce moment-là, donc, après Iphigénie, qu'il publie une première édition de ce qu'il considère être son théâtre, plus ou moins complet. Même si, une année plus tard, donc en 1677, c'est Phèdre. Et Phèdre s'affirme très vite, malgré la cabale qui a entouré donc la mise en scène et la représentation de Phèdre, s'impose comme le chef-d'œuvre par excellence du théâtre Racine. Après Phèdre, eh bien, un peu, mais beaucoup plus rapidement, un peu comme l'avait fait Corneille, Racine cesse brusquement d'écrire pour la scène. Et c'est à ce moment-là qu'il entame une seconde carrière très officielle, toute remplie d'honneur, une carrière qui va faire de lui désormais l'un des familiers du roi Louis XIV. L'écrivain, d'ailleurs, est élu en 1673 à l'Académie française, et il est nommé historiographe du roi. Historiographe du roi et gentilhomme ordinaire de la Chambre, c'est-à-dire qu'il fait partie du cercle étroit de la cour. C'est une nomination prestigieuse, c'est une nomination enviée, qui sera parachevée en 1677 par donc une sorte, c'est son anoblissement tout simplement. Et en tant qu'historiographe du roi, il est amené à suivre le roi dans ses déplacements, à suivre la cour, et notamment dans les campagnes, pour justement célébrer donc les hauts faits du royaume, les inscrire au regard de l'histoire, et bien sûr, donc célébrer aussi le roi Soleil. C'est à la demande de Madame de Maintenon qu'il va revenir au théâtre. Et il revient au théâtre avec deux tragédies d'inspiration biblique. Et ces tragédies d'inspiration biblique, donc d'abord Esther en 1689, puis Athalie 2 ans plus tard, en 1691, donc seront écrites avec un objectif pédagogique. C'est le sens de la commande de Madame de Maintenon, la reine morganatique,
pour l'institution qu'elle a créée, donc à proximité, non loin de Versailles, à Saint-Cyr. Or, qu'est-ce que Saint-Cyr? C'est une maison d'éducation pour les jeunes filles nobles, de familles nobles, d'ancienne noblesse, mais appauvries, pour leur permettre justement, dans ce processus général, d'aider la noblesse ancienne de provinces plus appauvries par l'évolution, au fond, du temps, à recevoir une éducation et en même temps à trouver un établissement, c'est-à-dire à se marier, disons, dans les conditions dignes de leur rang. Et pour cette maison d'éducation pour jeunes filles de l'aristocratie, il fallait donc une pièce, au fond, à valeur pédagogique édifiante, d'où l'inspiration biblique. Et d'ailleurs, à cette époque, Racine est revenu aux valeurs religieuses de sa jeunesse. Il s'est même réconcilié avec ses maîtres de Port-Royal, dès d'ailleurs 1679, après Fères. Et ce retour, si vous voulez, vers Port-Royal sera authentique et va durer jusqu'à sa mort. Ce sera même un rapprochement à mesure que les années passeront. Et d'ailleurs, il obtiendra l'autorisation d'être inhumé après sa mort auprès de ses anciens maîtres à Port-Royal des Champs. Alors, il convient de s'interroger sur ce qui a fait la force du tragique de Racine et ce qui en a constitué, au fond, la nouveauté. On sait que le tragique de Corneille était fondé sur les malheurs consécutifs à un conflit qui sollicitait les forces humaines à remplir des performances souvent qui, au fond, allaient au-delà des forces humaines ordinaires et donc qui appelaient des valeurs héroïques. Et jusqu'au dénouement, dans le théâtre cornélien, on peut observer une tension constante, ascensionnelle, ce qui impliquait dans la structure de la pièce une combinaison forte entre la dimension morale, cette armature, si vous voulez, morale, et la structure rhétorique, donc, de ce théâtre. Racine, lui, dès ses premières pièces, dès la Thébaïde, conçoit le monde tragique d'une façon différente. Au fond, comme le disait Raymond Picard, le théâtre tragique de Racine repose sur un système de force qui est, au fond, sans cesse en rupture d'équilibre. Par ailleurs, par son éducation à Port-Royal, Racine a été pétri d'hellénisme dès sa prime enfance. Il lisait donc les tragédies grecques dans le texte, il maîtrisait le grec ancien, et en ce sens, très tôt, il a été sensible à ces puissances d'écrasement que l'on trouve présentes dans le tragique grec et qui pèsent bien sûr sur le destin des hommes. Par ailleurs, l'expérience notamment de la cour avait révélé à Racine la faiblesse de ces grands personnages, de ces personnages à la réputation prestigieuse. Il savait, il connaissait la précarité de leur résolution, il connaissait, il avait fait l'expérience des conséquences funestes que justement ces décisions des grands pouvaient avoir sur les innocents. Ainsi, sa création dramatique va déplacer le poids de la fatalité. Les forces, au fond, tragiques, sont comme intériorisées et elles ne font plus qu'un avec le personnage qui peut être livré au tourment du cœur et qui se trouve au fond dépourvu de cette forme de cynisme qui souvent protège, caractérise les héros cornéliens.
Alors, le tragique racinien est un tragique de la chute, mais il se double aussi d'une autre dimension tragique, c'est celui de la difficulté qu'il a à transmettre, à communiquer ces tourments. Et l'axe de l'œuvre repose souvent sur une passion qui cherche à s'assouvir, mais qui ne trouve en face d'elle soit que l'effroi, la peur, soit éventuellement l'aversion profonde. Et malgré cela, le héros recherche, au fond, sollicite, a besoin d'amour, a besoin d'affection, mais en même temps, c'est un héros donc, qui est torturé, mais qui peut être aussi torturant. Il découvre son mal tout en même temps qu'il le cache. Et justement, c'est cette dimension à la fois tragique et pathétique, reposant sur des allusions sourdes, des paroles à double sens, à double entente, éventuellement des équivoques qui sont insoutenables, pour, bien sûr, les autres personnages, mais aussi pour le spectateur au fond, qui détient d'une certaine façon la clé du jeu. Et à cet égard, le personnage de Phèdre est peut-être le plus représentatif, et c'est caractéristique dès que le personnage de la reine entre en scène, lorsqu'elle s'adresse à Œnone. J'en cite je cite une partie donc de son premier aveu, et qui va déclencher, bien sûr, la surprise d'Œnone et en même temps toutes les forces tragiques donc, de la pièce. Après, au fond, les sollicitations d'Œnone, Phèdre en vient à faire cet aveu. Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes moi-même, à toute heure entouré, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour remèdes impuissants. En vain sur les autels ma main brûlait l'encens, quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte, et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout, ô comble de misère. Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même enfin j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre. J'affectais les chagrins d'une injuste malade. Je pressais son exil et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, Œnone, et depuis son absence mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymen je cultivais les fruits. Vaine précaution, cruelle destinée, par mon époux lui-même à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vite aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur, j'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur.
Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats, je t'ai tout avoué, je ne m'en repens pas, pourvu que de ma mort respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches, et que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler. Nous avons ici, dans cette longue tirade de Phèdre, si caractéristique, et bien précisément ces traits que je viens d'évoquer. Une certaine idée de l'homme, au fond, a présidé à l'enfantement de cet univers livré à toutes les passions, et Racine et ses spectateurs se rejoignaient dans ce regard très augustinien qui caractérisait l'époque, et on était, au fond, de moins en moins persuadé du bon usage possible des passions. Le temps, il suffit de se reporter à la vision du monde que l'on trouve déjà chez La Rochefoucauld, chez Madame de Lafayette, etc. Donc, pour voir que, précisément, cette époque est marquée par un regard sombre porté sur le monde, pessimiste, et le Racine des tragédies profanes mêle tout ce fond de cruauté historique ou mythologique à cette vision du monde marquée par l'augustinisme, et il modèle ses caractères en fonction d'un raffinement très moderne, en revanche, des sentiments issus d'ailleurs du raffinement psychologique venant de la préciosité, établissant toute une sorte de code des comportements qui, par une forme de coloration unificatrice, va renouveler le climat de terreur et de pitié caractéristique de la tragédie, avec une finalité morale, on le sait, cet objectif cathartique depuis donc l'Antiquité grecque fixé par Aristote dans donc ces textes théoriques. Alors qu'est-ce qui caractérise la dramaturgie racinienne ? On pourrait s'attendre à ce qu'une conception si personnelle du tragique ait déterminé une refonte de la dramaturgie qui existait alors. Et à cet égard, les préfaces que Racine a écrites au commencement, disons, par rapport à ces tragédies, nous renseignent sur justement les points de friction qui ont pu surgir entre la théorie fixée par les doctes, la théorie théâtrale, et la pratique que Racine entendait en faire. À l'époque de Racine, et d'une façon peut-être un peu ironique ou paradoxale, tous les doctes sont désormais, d'une façon générale, devenus des adeptes de la conception cornélienne du théâtre. C'est un peu ironique dans la mesure où l'on se rappelle parfaitement ce que l'on a pu voir à propos notamment de la querelle du Cid et des autres remarques que les tragédies cornéliennes ont dû essuyer. Et justement, en se fondant donc sur cette conception cornélienne du théâtre, on reproche à l'auteur de Britannicus de s'en prendre, de prendre trop d'aise avec l'histoire. Et d'ailleurs, il y répond. Il y répond à ce propos par la nécessité justement du théâtre, et notamment dans sa seconde préface, je vous la cite rapidement, il répond à ces observations. « Voici celle de mes tragédies que je puis dire que j'ai le plus travaillé. Cependant, j'avoue que le succès ne répondit pas d'abord à mes espérances.
À peine elle parut sur le théâtre qu'il s'éleva quantité de critiques qui semblaient la vouloir décrire. Je crus moi-même que sa destinée serait à l'avenir moins heureuse que celle de mes autres tragédies. Mais enfin, il est arrivé de cette pièce ce qui arrivera toujours des ouvrages qui auront quelque bonté. Les critiques se sont évanouies. La pièce est demeurée. C'est maintenant celle des miennes que la cour et le public revoient le plus volontiers. Et si je fais quelque chose de solide et qui mérite quelque louange, la plupart des connaisseurs demeurent d'accord, que c'est ce même Britannicus. À la vérité, j'avais travaillé sur des modèles qui m'avaient extrêmement soutenu dans la peinture que j'avais voulu faire de la cour d'Agrippine et de Néron. J'avais copié mes personnages d'après le plus grand peintre de l'Antiquité, je veux dire d'après Tacite. Et j'étais alors si rempli de la lecture de cet excellent historien qu'il n'y a presque pas un trait éclatant dans ma tragédie dont il ne m'ait donné l'idée. J'avais voulu mettre dans ce recueil un extrait des plus beaux endroits que j'ai tâché d'imiter, mais j'ai trouvé que cet extrait tiendrait presque autant de place que la tragédie. Ainsi, le lecteur trouvera bon que je le renvoie à cet auteur, qui aussi bien est entre les mains de tout le monde, et je me contenterai de rapporter ici quelques-uns de ces passages sur chacun des personnages que j'introduis sur la scène. Pour commencer, par Néron, il faut se souvenir qu'il est ici dans les premières années de son règne, qui ont été heureuses, comme l'on sait. Ainsi, il n'a pas été permis de le représenter aussi méchant qu'il a été depuis. Et je ne le représente pas non plus comme un homme vertueux, car il ne l'a jamais été. Il n'a pas encore tué sa mère, sa femme, ses gouverneurs, mais il a en lui les semences de tous ses crimes. Il commence à vouloir secouer le joug, il les hait les uns et les autres, il leur cache sa haine sous de fausses caresses. En un mot, c'est ici un monstre naissant, mais qui n'ose encore se déclarer et qui cherche des couleurs à ses méchantes actions. Il ne pouvait souffrir Octavie, princesse d'une bonté et d'une vertu exemplaire. Je lui donne Narcisse pour confident. J'ai suivi en cela Tacite qui dit que Néron porta impatiemment la mort de Narcisse parce que cet affranchi avait une conformité merveilleuse avec les vices du prince encore cachés. Et alors il cite Tacite, cuius abditis abduc, vitis mire congruebat. Ce passage prouve deux choses. Il prouve et que Néron était déjà vicieux, mais qu'il dissimulait ses vices et que Narcisse l'entretenait dans ses mauvaises inclinations. Il continue, j'ai choisi Burrus pour opposer un honnête homme à cette peste de cour, et je l'ai choisi plutôt que Sénèque. Et en voici la raison. Ils étaient tous deux gouverneurs de la jeunesse de Néron, l'un pour les arts, l'autre pour les lettres, et ils étaient fameux. Burrus pour son expérience dans les arts, mais pour la sévérité de ses mœurs. Sénèque pour son éloquence et le tour agréable de son esprit. Et là encore, il cite, donc je n'ai pas donné toutes les citations, mais là je vous la donne, Seneca praeceptis eloquentiae et comitate honesta. Burrus, après sa mort, fut extrêmement regretté à cause de sa vertu, et là encore, il s'appuie sur une citation qui est un point de départ de Sénèque, de Tacite, Civitati grande desiderium eius mansit per memoriam virtutis. Et je passe, je ne cite pas tout, mais par exemple, il se justifie quant à la modification de l'âge de Britannicus. L'âge de Britannicus était si connu qu'il ne m'a pas été permis de le représenter autrement que comme un jeune prince qui avait beaucoup de cœur, beaucoup d'amour et beaucoup de franchise, qualités ordinaires d'un jeune homme. Il avait 15 ans et on dit qu'il avait beaucoup d'esprit, soit qu'on dise vrai ou que ses malheurs aient fait croire cela de lui sans qu'il ait pu en donner des marques. Il ne faut pas s'étonner s'il n'a auprès de lui qu'un aussi méchant homme que Narcisse, car il y avait longtemps qu'on avait donné ordre qu'il n'y eût auprès de Britannicus que des gens qui n'eussent ni foi ni honneur. Et par exemple, au regard du personnage de Junie, là encore, il justifie ses modifications. Il me reste à parler de Junie. Il ne la faut pas confondre avec une vieille coquette qui s'appelait Iunia Silana, C'est ici une autre Junie, que Tacite appelle Iunia Calvina, de la famille d'Auguste, sœur de Silanus, à qui Claudius avait promis Octavie. Cette Junie était jeune,
belle, et comme dit Sénèque, festivissima omnium puellarum. Son frère et elle s'aimaient tendrement, et leurs ennemis, dit Tacite, les accusèrent tous deux d'inceste, quoiqu'ils ne fussent coupables que d'un peu d'indiscrétion. Elle vécut jusqu'au règne de Vespasien. Je la fais entrer dans les Vestales, quoique selon Aulgele, on n'y reçut jamais personne au-dessous de 6 ans, ni au-dessus de 10. Mais le peuple prend ici Junie sous sa protection, et j'ai cru qu'en considération de sa naissance, de sa vertu et de son malheur, il pouvait la dispenser de l'âge prescrit par les lois, comme il a dispensé de l'âge pour le consulat, tant de grands hommes qui avaient mérité ce privilège. Alors, donc voilà des citations caractéristiques, justement, qui permettent, au fond, de comprendre les libertés que l'on a reprochées à Racine par rapport à l'histoire. On a reproché aussi, par exemple, à Racine, à propos d'Andromaque, de surtout savoir faire pleurer ses spectatrices et d'avoir donc ce premier objectif. Et on a aussi considéré que Bérénice, qui a tant ému la cour et la ville, eh bien, était faite de trop peu de matière. Et Racine, là encore, pour se défendre, si vous voulez, déclare que l'essentiel de l'esprit tragique ne réside pas dans l'accumulation des événements, mais justement dans ce qu'il appelle donc une tristesse majestueuse. Donc je vais vous citer très rapidement cette préface où il se justifie. Si Andromaque, Bajazet ou Phèdre sont des tragédies de la passion, Bérénice est la tragédie du sentiment. Les nuances et les inflexions de l'amour sont exprimées ici plutôt que ses emportements. Tantôt le souffle large de l'amour content, il se cite « J'aimais, je soupirais dans une paix profonde ». Tantôt le reproche tendre, il cite encore « Vous êtes seul enfin et ne me cherchez pas ». Tantôt le refus de l'horreur, le refus et l'horreur devant le mot « jamais ». Citation. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Et Racine de poursuivre. Si cette anthologie du cœur ne nous empêche pas de nous souvenir que le cœur est finalement sacrifié, et que c'est ce sacrifice héroïque, conscient, volontaire, qui fait la tragédie, nous pouvons nous abandonner à la poésie nostalgique de ces deux héros, que la mythologie de l'amour a joint aussi sûrement que Castor à Pollux ou qu'Oreste à Pylade. Nous séparer, qui, moi, Titus de Bérénice? Bérénice, ce n'est pas seulement, mais c'est aussi la complainte d'amour qui chante un de ces couples exemplaires, que le malheur n'a séparés pendant leur vie que pour mieux les réunir à jamais dans l'éternité glorieuse de la légende. C'est le récit merveilleux et déplorable fait à tout l'univers, et Racine de citer encore, de l'amour le plus tendre et la plus malheureuse dont il puisse garder l'histoire douloureuse. Titus et Bérénice vont rejoindre Tristan et Iseut, Roméo et Juliette, Antoine et Cléopâtre au Panthéon des amants. Ainsi termine-t-il donc dans sa préface la justification au fond de cette primauté qu'il accorde à l'exploitation de ses sentiments et à, au fond, la mise en scène de ce qu'il appelle, comme je le disais, cette tristesse majestueuse. En réalité, le rival de Corneille s'est toujours appuyé sur un ouvrage qu'il a lu, annoté, et qui faisait bien sûr autorité dans le domaine de la théorie théâtrale. On veut parler donc de la pratique du théâtre qui date de la moitié du siècle, de 1657, et donc qui avait été écrit par l'abbé d'Aubignac. Et Racine, véritablement, s'est appuyé sur cette pratique du théâtre et a, au fond, écrit et pris, parfois suivi, mais aussi pris ses libertés par rapport à ce texte fondamental. Et la plupart des problèmes
qui y sont présentés, qui sont discutés dans la pratique du théâtre de l'abbé d'Aubignac, comme par exemple l'invraisemblable vrai, la question de la vraisemblable, qui permet, dans quelle mesure cette notion permet-elle par exemple de modifier l'histoire, la dimension de la tragédie non sanglante. Autre problème théorique, la concentration dramatique, les jeux de scène qui sont inscrits dans le texte, puisqu'on sait que pour le théâtre classique, les didascalies sont extrêmement rares. Tout avait été discuté, tranché, et d'ailleurs, beaucoup plus dans le sens de ce que Racine fera avec ses tragédies que dans le sens de ce que Corneille avait pu faire. Et l'on peut dire que Racine va porter à son terme des principes donc comme l'unité de temps, l'unité d'action, l'unité d'intérêt, l'unité même de péril, par l'articulation organique de l'action principale et des actions secondaires. Et d'ailleurs, souvent, tout se résout autour d'une question centrale. Par exemple, pour Iphigénie, est-ce que Iphigénie sera ou pas immolée par son père pour répondre à cet impératif politique? Est-ce que le coup de force de Néron sera admis, accepté? Est-ce que la conspiration d'Acomate pourra aboutir? Et souvent, dès la première scène, on observe une décision qui est prise, qui est inquiétante, qui est urgente, qui parfois est déstabilisatrice par rapport à une situation, justement, qui initialement semblait paisible, mais ça n'était qu'une apparence. Et à partir de ce moment-là, le mouvement est rapide, avec des verbes d'action. Je viens, je pars. Par exemple, disent des personnages comme Hippolyte, Oreste, Acomate. Dans ces tragédies, par ailleurs, le confident est loin de jouer un rôle secondaire. Au contraire, il argumente bien sûr en fonction de ses responsabilités, en fonction de son statut, en fonction aussi de sa personnalité. Et ce que l'on observe, c'est que d'une tragédie à l'autre, le confident a, disons, un profil particulier. Ces confidents ne se ressemblent pas. Et c'est aussi pour cette raison que les scènes d'exposition racinienne sont extrêmement variées. Elles sont à la fois concises, elles donnent les éléments, disons, aux spectateurs, les éléments clés de l'intrigue, et en même temps, il y a une différence dans leur structure en fonction de chaque tragédie. Et à partir du moment où le mouvement est lancé, le rythme ne va cesser de s'accélérer, précisément parce que la passion principale va continuer de croître et que un ou deux systèmes donc vont se croiser et il va falloir jouer, négocier au fond avec ces forces d'opposition. Et dans chaque tragédie, on observe que l'intrigue, la dimension tragique repose principalement sur un personnage. Alors, Bajazet se trouve confronté à Roxane, Maxime est confronté à Mithridate, Hyacinthe se trouve confronté à Thalie, Iphigénie est confrontée à son père, et la suspension dramatique atteint son point d'intensité extrême, mais ce n'est pas un coup de théâtre qui va faire pencher la balance, comme c'est souvent le cas dans la tragédie cornélienne. Ce sont au contraire des forces psychologiques. Ce sont par exemple les nerfs qui vont finir par, au fond, céder. C'est un sentiment qui va se trahir. Et là, l'interlocuteur
eh bien, observe le visage, attend la faiblesse du personnage et les malheurs s'enchaînent avec une force vertigineuse. Par ailleurs, le décor participe à cette unité. Par exemple, dans ces pièces à l'atmosphère orientalisante, eh bien, le sérail de Bajazet, on le sent vivant. Dans, justement, Iphigénie, on perçoit, au fond, cette présence des vaisseaux qui sont ancrés dans la rade d'Aulis, qui sont impatients de partir, qui attendent le vent, qui les porteront. Le destin du pays en dépend. Et même le costume n'est pas neutre, si vous voulez. Par exemple, dans Phèdre, les voiles qui sont évoqués et qui dissimulent son visage sont, on pourrait dire, présents moins par leur poids propre que par la faiblesse psychologique de la reine dont ils sont le reflet, au fond, perceptible. Ou même le diadème qui, par monime, matérialise le sens du devoir. Et avec le théâtre racinien, au fond, la norme idéale semble atteinte et, bien sûr, c'est l'une des caractéristiques fondamentales de ce renouvellement du tragique racinien. Alors, une autre caractéristique, c'est la dimension de l'amour-propre qui domine, l'amour-propre triomphant, comme une de ces expressions de cet augustinisme caractéristique qui au fond, définit la littérature de cette seconde moitié du XVIIe siècle. Le renversement du système des valeurs, qui place l'amour au centre de l'œuvre tragique, n'est pas, au fond, dû simplement à Racine. C'est un phénomène littéraire assez général. Par exemple, dans la littérature romanesque de l'époque, on se rappelle que les longs romans, eh bien, au fond, plaçaient cette dimension au centre de l'œuvre. Et même, la tragédie du tendre que l'on avait vu se déployer, bien sûr chez Corneille, mais aussi dans les œuvres de son frère, Thomas Corneille, ou chez Quinault, eh bien, mettent au fond cette question de l'amour-propre comme une valeur essentielle. Et avec Racine, il revient en force. On a déjà, si vous voulez, cette dimension dans la tragédie Alexandre. Cependant, la nouveauté, ou disons le renouvellement que Racine introduit, notamment à partir d'Andromaque, ce n'est pas la domination de l'amour. C'est au contraire, ou c'est plus que l'amour, c'est justement la force de la passion au sens propre du terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que la passion, telle qu'on la conçoit à l'époque? C'est un état de soumission au sentiment, un état qui fait souffrir, un état de souffrance, donc c'est une force qui engendre un appétit de l'autre qui ne peut être contrôlé, et au fond, c'est, si vous voulez, comme si tout ce néoplatonisme qui avait caractérisé l'effort moral que l'on trouvait dans les œuvres, notamment les œuvres romanesques du 1er XVIIe siècle, eh bien, avait, on pourrait dire, n'avait plus trouvé de champ d'application, s'était trouvé neutralisé. Les conflits ne se produisent donc plus entre l'amour et une autre force, comme l'honneur chez Corneille, ou les intérêts politiques aussi qui caractérisent ces tragédies, mais donc les conflits deviennent intérieurs aux personnages, à partir d'exigences qui échappent à la raison, et qui, chez ce héros, au fond, force ou le pousse à se vouloir, à être aimé. Et
D'autre part, ces êtres ne sont pas des êtres spécialement brutaux au sens de l'époque. Ils ont hérité là d'un demi-siècle de psychologie amoureuse depuis donc les romans précieux. Ils reconnaissent en eux-mêmes et même dans les autres les signes évidents de l'inclination amoureuse. Et c'est parce que justement il y a toute cette dimension psychologique et tout cet héritage de l'analyse psychologique, eh bien, qu'ils vont, ces personnages, ces héros, se comporter avec adresse et en même temps obstination. Le héros tragique racinien, on peut dire, excelle à justifier, au fond, la dimension déraisonnable de sa passion. Et tous ces personnages tragiques du théâtre racinien, eh bien, aussi présentent une figure, ou disons un aspect renouvelé. Dans la mesure où l'on voit, par exemple, des héros qui ont vieilli, des éphèbes sportifs, des femmes qui se caractérisent par leur imprudence. Et justement, le personnage féminin dans le théâtre racinien, eh bien, connaît aussi un renouvellement. Traditionnellement, la femme dans la littérature jusqu'au XVIIe siècle, et particulièrement jusque chez Racine, eh bien, était souvent l'objet de la satire. Chez Racine, elles sont devenues des princesses malheureuses qui prennent des risques inconsidérés. Le personnage de la jeune fille sort au fond de la figure traditionnelle un peu pâle et par exemple une Athalie ou plus encore Junie, et d'ailleurs Racine, je vous l'ai lu, s'en justifie, prennent du relief, de la substance et créent au fond un renouvellement de la dimension héroïque, mais au féminin. Par ailleurs, une attention donc est portée à la fois aux vibrations du corps et des cœurs qui révèlent l'intimité secrète du personnage, une intimité qui, on le sait, était encore très corsetée, très contenue dans la vie réelle. Et Racine a su peindre bien sûr les tourments de la passion, mais il a su aussi peindre la dimension heureuse de l'amour et même la concrétisation physique de cet amour heureux, par exemple les gestes tendres, quand il évoque l'échange des longs regards, quand il évoque la force des larmes, la dimension dans le renouvellement des serments, du serment amoureux. Et on peut dire que jamais le théâtre tragique français n'avait autant joué sur la sensibilité sans, bien évidemment, sombrer dans la mièvrerie. Et c'est ce qui a porté justement ce renouvellement de la sensibilité, c'est précisément la dimension poétique de ce théâtre. Et c'est sur cette dimension ultime que j'aimerais donc m'attarder un moment. Car qu'est-ce qui caractérise ce que l'on a appelé la magie poétique de la langue racinienne? Eh bien, le lyrisme sert la tragédie racinienne. On peut dire que même il est incorporé à cette dimension théâtrale. Paul Valéry a parlé d'une alliance sans exemple d'analyse et d'harmonie. Et l'effet poétique, au fond, n'est décelé qu'après coup, dans la mesure où la justesse terminologique a déjà porté. Alors, par ailleurs, cette langue poétique se caractérise par une utilisation modérée des procédés. Et par exemple, ces procédés, comme la périphrase peut avoir même
valeur d'argument. Quand on nous évoque la fille de Palante a vaincu votre fils, comment justement faut-il comprendre cette périphrase? Eh bien, comme un aveu de la culpabilité, où parfois le substantif suffit, il n'est pas encombré d'adjectifs, le verbe aussi se passe de tout ce qui pourrait être le pittoresque né des adjectifs. Et Racine s'est appelé l'imagination par la richesse sémantique des expressions. Par exemple, quand il évoque la lueur nocturne des flambeaux, la pourpre et l'or du sacre de Titus, ou les flammes des palais brûlants, ou même l'Hellespont blanchissant sous les rats, dans Iphigénie. Autre figure caractéristique, les métonymies conduisent l'esprit sur la dimension charnelle des actes, des attitudes. Ces métonymies, ça peut être le sang, ça peut être les mains, ce sont les yeux qui prennent bien sûr une force symbolique considérable. Et on a dit que les mots les plus simples sont comme rajeunis, ennoblis par ces subtiles alliances, et là c'est un des grands spécialistes de Racine que fut Pierre Moreau. L'animation des forces morales ou psychologiques, celle des événements, des éléments, des contrées coïncident et s'inscrivent dans cette tradition épique avec bien sûr des moments d'intensité que représente l'acmé dramatique de chaque tragédie. Alors ces moments d'acmé, eh bien, ça peut être par exemple les imprécations, ça peut être les prophéties, ça peut être aussi les récits même. Pensons aux récits de Théramène, mais pensons bien sûr à la force des imprécations et des prophéties dans les pièces bibliques, dans les tragédies bibliques. Et ce fameux récit de Théramène que je viens d'évoquer combine avec une puissance d'évocation rare, à la fois donc l'épouvante, mais aussi le surnaturel. J'en fais rapidement donc lecture. Quand il évoque bien sûr la mort d'Hippolyte auprès de Thésée, à peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence, autour de lui rangés. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène, sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble, obéir à sa voix, l'œil morne maintenant et la tête baissée, semblaient se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri, sorti du fond des flots, désert en ce moment a troublé le repos, et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé, des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise, vomit à nos yeux, parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en repli tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est infecté. Le flot qui la porta recule épouvanté. Tout fuit, et sans s'armer d'un courage inutile, dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre et d'un dard lancé d'une main sûre, et lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient aux pieds des chevaux tomber en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte, et sourds à cette foi,
Sourds à cette foi, ils ne connaissent plus ni le frein ni la voie. En efforts impuissants, leur maître se consume, ils rougissent le mort d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même, en ce désordre affreux, un dieu qui d'aiguillon pressait leurs flancs poudreux. À travers des rochers, la peur les précipite, les cieux crient et se rompent, l'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracassé. Dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur, cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils, traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler, et sa voix les effraie. Il court, tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. De nos cris douloureux, la plaine retentit. Leur fougue impétueuse enfin se ralentit. Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques où des rois, ses aïeux, sont des froides reliques. J'y cours en soupirant et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit, les rochers en sont teints, les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin, après ma mort, de la triste Aricie, cher ami. Si mon père un jour désabusé, plein le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive, qu'il lui rende. À ces mots, ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré. Triste objet où les dieux triomphent la colère et que méconnaîtrait l'œil même de son père. Et justement, de l'alexandrin dramatique, nul ne connaît mieux les plus fines ressources. Le déplacement d'une coupe secondaire suffit pour traduire l'accablement. Par exemple, Ariane, ma sœur, ou selon les sonorités de l'affolement, je m'agite, je cours. Et celui qui, justement, dans les plaideurs, s'était amusé à écrire des vers désarticulés avec une finalité comique, n'hésite pas, dans de très nombreux cas, des cas justement où l'émotion triomphe, à pratiquer, et on le voit ici dans ce récit de Théramien, des enjambements ou des rejets considérés comme très audacieux pour l'époque. Et justement, ces sonorités, la science musicale des sonorités raciniennes et la longueur, donc exprimée par le moyen de voyelles mourantes à la rime, sont aussi une caractéristique de cette langue poétique de Racine. Et qu'on imagine ce que pouvait tirer de ces vers extrêmement musicaux une actrice formée à la déclamation, une déclamation qui pour nous est aujourd'hui perdue, eh bien, nous savons par Louis Racine que son père était particulièrement soucieux d'adapter cette langue à, justement, la déclamation de la Champmeslé. Et que dire, par ailleurs, de l'ajustement de cette langue si musicale à la musique de Moreau, qui était soucieuse de suivre les inflexions du verbe. Et c'est toute cette dimension, tout ce travail poétique qui nous permet de considérer que Racine apportait un point de perfection difficilement égalé, cet instrument préféré d'une humanité métaphorique, comme l'a dit Thierry, car justement, eh bien, comme le soulignait dans sa pratique du théâtre l'abbé de Lignac, il avait d'abord écrit un beau poème, car il faut se rappeler que la tragédie, à l'époque, est considérée comme un poème tragique. Je vous remercie.